Aujourd'hui, on va s'intéresser au SXO. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça veut dire Search Experience Optimization. En fait, c'est le rapprochement de l'UX design et du SEO. Les deux disciplines sont nées dans les années 90, mais c'est réellement autour des années 2000 qu'elles se sont professionnalisées. Le terme SXO a été employé pour la première fois en 2010 par une agence allemande nommée SEO Workers. En 2012, Matt Cutts reprend l'acronyme dans une de ses réponses. Pour moi, c'est vraiment en 2015 que je l'entends pour la première fois sur le blog Paper SEO, dans lequel Yaki fait un parallèle entre le cocon sémantique et le parcours utilisateur tel que le verrait un UX designer. À l'époque, le SXO divisait la communauté SEO. Et c'est vrai que si l'on considère le SXO uniquement sous le prisme du temps de chargement des pages, eh bien, déjà qu'aujourd'hui c'est pas flagrant, alors à l'époque, je vous laisse imaginer. Et donc, je comprends qu'on ait pu crier au scandale, à arnaque. Mais aujourd'hui, avec les récentes leaks de Google, on sait que la data utilisateur elle rentre au cœur de l'algo, en dépit de toute la communication que Google ait pu en faire. Alors le SXO, qu'est-ce que c'est pour moi? Déjà, je dirais tous les endroits où on peut apparaître, que ce soit sur Google ou ailleurs. Donc il y a les featured snippets, knowledge graph, je pense aux blogs photos, vidéos, mais en dehors même des SERP, je pense à Google Discover, je pense aussi aux réponses que ChatGPT ou autres consorts peuvent nous proposer. En fin de compte, partout là où on peut répondre à un besoin, répondre à une question et en invitant au clic. Ensuite, puisqu'on invite au clic, bien sûr, ça va être le travail du CTR à inciter à ce qu'on soit cliqué. Là aussi, SIXO. Sur le site, et là je pense template de page, pour le coup, intention de recherche. Je vais penser aussi, évidemment, à architecture de l'information, comment est-ce que notre site est rangé, cocon sémantique. Et puis, au-delà du site, je vais penser à tout ce qui vient l'alimenter, tout ce qu'il y a autour, les réseaux, les autres sites qui parlent de nous, tout ce qui va être même au-delà de l'acte d'achat, le nurturing, la fidélisation client. Et pour continuer d'en parler, je reçois Thomas Leonetti qui m'a beaucoup influencé sur l'intérêt de remettre l'humain au cœur de nos stratégies SEO. Bonjour Thomas, Yaki. Bonjour Euh, Benjamin. merci de t'être rendu dispo pour cette interview. Et puis, on va commencer peut-être par une petite présentation. Je veux bien que tu te présentes brièvement, que pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il en existe. Oui, je pense qu'il en existe pas mal. Eh bien, donc, mon pseudo sur les réseaux, c'est Yakiseo, qui a été trouvé il y a une quinzaine d'années à 3 heures du matin sur un générateur de pseudo. Voilà, et puis ça a mêlé le SEO avec un espèce de nom sorti de nulle part. Donc voilà, c'est Yakiseo sur les réseaux. Je m'appelle Thomas Leonetti, je fais du référencement naturel depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. J'ai vraiment démarré. Alors, j'ai fait des études un peu atypiques puisque j'ai fait de l'histoire, j'ai fait de la philo et ensuite je me suis redirigé vers une école de commerce qui s'appelle l'ISEG à Strasbourg. Et en parallèle de ça, j'ai appris sur le tas en autodidacte, mais beaucoup avec des blogs français et j'allais dire des anciens SEO français. C'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, mais j'allais dire peut-être des sages SEO comme Paul Sanchez, Sandrine Bertrand, Laurent Bourrelli, etc. Et donc, je me suis mis à mon compte en 2014, d'abord en auto-entrepreneur, puis en EURL en 2017 avec l'agence Apollo. Voilà, aujourd'hui, je travaille avec pas mal d'agences et notamment une dans laquelle j'ai un peu incubé toute ma partie growth hacking sur laquelle j'ai pivoté depuis 2 3 ans. Cette agence s'appelle Inside, c'est une agence parisienne qui fait partie du top 100 des agences de com françaises. Et voilà, je m'éclate. C'est vrai que j'ai une vision maintenant un peu plus large spectre, pardon, que juste le SEO et le SEA. Vraiment, j'essaye de travailler de la notoriété jusqu'à ce qu'on appelle du lead nurturing, de la fidélisation, etc. Travailler sur les CRM, sur des techniques aussi de growth hacking pur et dur avec un peu de dark side. Je lance aujourd'hui d'ailleurs Hack Street Boys, le blog que je viens de lancer sur l'IA et le growth hacking. Donc voilà, j'ai pas mal d'activités, mais c'est vrai que j'ai toujours été, j'allais dire, attiré par tous les écosystèmes autour du SEO et pas que le SEO en lui-même, mais beaucoup du X design. J'ai travaillé pendant pas mal d'années avec une X designeuse qui s'appelle Chloé Tebeshvari, voilà, et qui m'a beaucoup apporté dans mon regard, j'allais dire, sur la centralité de l'utilisateur dans nos stratégies SEO. Voilà un petit peu mon parcours. Merci, super. Et donc, ouais, effectivement, aujourd'hui, on va parler
rapport entre UX design et puis SEO, j'ai eu envie de t'inviter parce qu'il y a il y a une dizaine d'années, tu étais une des voix, en tout cas celle qui m'a marqué, pour soutenir l'intérêt que pouvait représenter d'avoir une approche orientée utilisateur quand on fait du SEO. Euh, sans dénigrer personne et sans citer de nom, je me souviens de quelques-uns voilà, de SEO qui n'y croyaient pas, voire qui criaient un peu à l'arnaque. Et aujourd'hui, tout le monde en est revenu. Hein. Les Google Leaks nous ont montré que la donnée, la data utilisateur rentrait bien dans les algos, elle était bien utilisée et à différents points d'entrée. Et donc, eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus de questions sur l'utilité de mettre l'utilisateur au centre de nos stratégies SEO. Et voilà, j'avais envie de revenir un peu avec toi sur sur ces 10 ans et puis sur ces nouvelles découvertes et puis sur l'avenir aussi, que tout ça peut, vers quoi ça peut aller. Et Eh ben, donc, écoute, ouais, vas-y, pardon, je non, t'en non, prie. non, Vas-y, si tu avais quelque chose à ajouter, je t'en prie, vas-y. Non, non, mais c'est vrai que tu disais, en fait, c'est drôle parce que j'aime bien la manière dont tu abordes cette question de ces fameux 10 ans où, effectivement, je crois que mon tout premier article sur le SXO, c'était à l'époque sur Paper SEO, le blog que j'avais, et ça datait de fin 2015, voire même mi-2015, et j'ai fait pas mal d'articles sur le SXO jusqu'en 2016. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, cet hybride, bah, on se foutait un peu de ma gueule, mais gentiment. Enfin, franchement, enfin, il n'y avait pas de méchanceté derrière, mais je comprenais aussi la position qu'avaient d'autres SEO en disant, ben, en fait, le SXO, gars, on s'en fout. L'idée, c'est de faire du SEO, d'avoir un bon maillage interne. Il y avait toute l'émergence déjà bien avancée de la partie copon sémantique, de la qualité des contenus, etc. Panda et Penguin étaient passés par là, et puis il y avait des updates de plus en plus régulières. Et finalement, j'ai arrêté d'en parler, non pas parce que j'ai été échaudé ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'en fait, effectivement, au bout d'un moment, j'ai plutôt réorienté cette partie SXO sur une partie plutôt maillage interne, copon sémantique, etc. Et voire même, j'ai travaillé pendant ces années-là, et peut-être que les gens s'en souviennent, beaucoup sur l'App Store Optimization. Il y avait notamment Virginie Kleb hein, qui bossait là-dessus à l'époque, qui bosse d'ailleurs toujours là-dessus. Mais c'est vrai que on me regardait un peu comme un alien quand je parlais de SXO. Et en vrai, au regard de ce qui a été révélé dans ces fameuses Google Leaks, et j'ai fait d'ailleurs la super formation des frères Perronnet là-dessus, euh, je ne dis pas que j'avais tout juste à l'époque. Je précise simplement que les données UX que j'avais à l'époque, ou en tout cas l'apport de l'écosystème UX que je mettais en place dans ma stratégie SEO, ben finalement, elles se sont révélées plutôt justes au regard de ce que nous disent les Google X maintenant. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens avec donc Chloé Temeshvari, l'UX designer avec laquelle je travaillais, on avait toujours ce rapport de force, notamment au moment où on crée les arborescences. C'est-à-dire qu'au moment où on crée les arborescences, elle avait une vraie vision UX de fenêtre utilisateur, de chemin de navigation. Et moi, j'avais une arborescence très orientée maillage interne. Mais finalement, on était assez complémentaires. Même si, quand elle commençait à faire sa wireframe et que je lui disais, ben là, j'ai envie de mettre du texte, là, j'ai envie de mettre du texte là également. Elle me disait, mais en fait, mec, tu fais pas du SXO, tu fais du SEO et tu as envie de me niquer ma wireframe avec tous tes textes. Donc, si tu veux, c'est comme ça que j'ai appris petit à petit le SXO alors, et que j'ai combiné finalement ce qu'elle faisait avec ce que je faisais moi en SEO. On a et je peux en parler très librement parce que c'est une étude de cas que elle montre régulièrement et que moi je montre régulièrement, c'est l'étude de cas Batorama. Batorama, pour ceux qui ne connaissent pas, j'habitais à Strasbourg, maintenant j'habite à Paris, mais j'habitais à Strasbourg pendant 25 ans. Et Batorama, ce sont les bateaux-mouches strasbourgeois, très touristiques, avec une vraie saisonnalité dans le trafic, etc. Et Batorama, jusqu'en 2017, il faut savoir qu'ils avaient un site en flash. Donc, imaginez bien un site en flash jusqu'en 2017 où les gens doivent se déplacer physiquement sur les bornes d'achat des tickets en ville, à Strasbourg, sur les quais, pour acheter leurs tickets. Mais à partir de ce moment-là, ils disent peut-être qu'on va faire un site avec une billetterie en ligne, des circuits, etc. Donc, le site est créé. Moi, j'apporte ma vision SEO sur l'arborescence, sur les contenus des circuits, sur les contenus touristiques, etc. On commence à très bien se positionner. Le problème, c'est qu'on a 98% de taux d'abandon de la billetterie. Et là, pour le coup, j'ai compris, et je te dis ça, c'était en 2017-2018. Et je te dis ça, et là, j'ai compris quelle était
avant tous les Google Leaks, etc., quel était l'intérêt de faire une stratégie SXO. Chloé Teneshvari derrière fait un audit UX du site avec un panel utilisateur, avec des tests utilisateurs, etc. Elle révèle les freins et les objections à la conversion. Et en fait, elle arrive avec un audit UX absolument parfait. Elle propose des solutions. Et le taux d'abandon de la billetterie a dégringolé et le chiffre d'affaires en ligne a explosé, combinant finalement tout ce qu'elle a proposé en UX et tout ce que j'avais fait en SEO, ce qui a permis de faire de la rétention de l'utilisateur. Finalement, on ne le savait pas à ce moment-là, et Google le révélera bien des années plus tard, il y a quelques temps avec les Google X, que le taux de clic agit sur le positionnement, alors qu'à l'époque, il nous rappelait, j'allais dire matin, midi et soir, qu'il ne fallait surtout pas compter sur le taux de clic pour améliorer son positionnement. Mais très clairement, tout ça, toute cette stratégie que finalement on a mis en place il y a presque 10 ans, hein, je te dis, 2017-2018, on est en 2025, ben, finalement, ça nous a fait exploser le site en termes de CA, en termes de positionnement, en termes de trafic SEO, en termes de trafic sur d'autres sources d'acquisition. Et c'est là, en fait, l'alpha et l'oméga pour moi du SXO, c'est-à-dire que le SEO, si tu le prends brut de pomme, c'est comment je donne de la visibilité à mon site sur la première page de Google et notamment entre la première et la troisième place naturelle. Si par contre je vais un peu plus loin et je pense notamment à beaucoup d'écrits qu'a fait Dan Bernier là-dessus, si je pense plus loin, pour moi le SXO c'est la visibilité plus une expérience utilisateur complètement réussie sur le site. C'est-à-dire que pour moi, l'expérience utilisateur, elle démarre déjà sur la SERP et puis elle continue sur le site. Et puis je dirais même qu'avec mon expérience growth hacking aujourd'hui, elle continue même dans la fidélisation, dans le nurturing post-achat. Et si tu veux, tant que tu n'as pas réussi cette expérience, bah, ton SEO, en fait, tu pisses dans un violon. Excusez-moi l'expression, mais enfin, je reviens sur des paroles que disait Laurent Pourelli il y a des années sur cette fameuse zone grise, tu sais, entre la quatrième et la 11e place de Google. Bah, c'est un peu pareil avec l'UX, c'est-à-dire que si tu es premier sur Google, que tu as dépassé cette zone grise, que tu es premier, deuxième de manière, j'allais dire, récurrente, et que tu as beaucoup de trafic sur ton site, mais que, in fine, ton taux de conversion, il est à 0,90, ben, à quoi ça sert en fait? Enfin, soyons très pragmatiques, tu vois. Donc, voilà un petit peu la vision que j'ai de ces 10 ans de SXO que j'ai essayé de faire émerger en France, en tout cas dans la communauté, il y a 10 ans, et tel que je le vois aujourd'hui à travers les études de cas que j'ai eues de SXO. Ok, bah écoute, ça répond pour le coup en grande partie à la première question que j'avais envie de poser. Je voulais te demander ce qui était pour toi le SXO et quelle différence que ça a marqué avec le SEO. Donc tu nous parles, tu as parlé de dès la SERP jusqu'à même après en fait et le nurturing. Tu nous as parlé cocon sémantique, tu nous as parlé pour le coup navigation et puis j'ai envie de dire euh, la hiérarchie de l'information. Exactement. Ouais, tout ça, c'est effectivement, on est vraiment à la limite et dans les points de jonction qui existent entre les deux, mais j'imagine que il y a encore d'autres points que tu voulais apporter. Enfin, moi, j'en ai d'autres en tête. Je pense à quoi? Je pense à la SERP, on pourrait déjà détailler. Il y a tout ce qui est CTR, il y a les emplacements qui sont à dispo aussi. Bien sûr. Enfin, voilà, quel est ton Ben, regard là-dessus? en fait, si tu veux, je pense qu'il y a une notion qui a permis de développer cet écosystème de pensée autour du SXO. Je pense que c'est le EAT. Tu vois, c'est ce truc de se dire. Alors, c'est une tarte à la crème, hein, le EAT, en SO. Vraiment, il y a ce truc d'expertise, d'autorité, de confiance qu'on tisse, j'allais dire, sur finalement la qualité des informations qu'on donne. C'est une tarte à la crème parce que tout le monde essaye de le faire, autant que faire se peut, mais qu'il y a certains sites qui s'en sortent mieux que d'autres. Et là, pour le coup, je rends hommage à toutes les rédactrices et rédacteurs SEO, hors ChatGPT, hors Grok, hors tout ça, qui font toujours, je pense encore maintenant, parfois de très, très grands textes et qui vraiment permettent vraiment de rentrer dans ce triptyque de l'EAT. Mais maintenant, on a l'EAT, c'est-à-dire l'expérience. Et en fait, tu as tout à fait raison. Je parle là d'un point de vue très UX, mais si on élargit un peu la pensée, on va parler du mobile, on va parler de l'expérience mobile, on va parler
ouais, voilà, un site qui se charge vite, un site qui bug pas, un site avec des Core Web Vitals, pareil, start à la crème, et c'est très important pour moi. Un site vraiment qui te permet de rester dessus, de pas attendre des plombes, de pas avoir ton cerveau qui commence à se dire, putain, mais il est long ce site, j'ai envie d'aller ailleurs. Et là où tu as encore plus raison, c'est sur l'expérience dans les cercles. C'est-à-dire que il y a, j'ai commencé à donner des cours en master en 2014. Et mon premier cours, c'était sur le référencement naturel. Et tu compares ma capture d'écran des SERP en 2014, quand je faisais mon cours, à celle d'aujourd'hui, mais c'est le jour et la nuit. Même la manière dont tu dénomines les ads, la manière dont maintenant les images prennent la place, les vidéos, les PA. Et en fait, ce qu'on disait à l'époque d'ailleurs, qu'on commençait à avoir émergé dans les articles SEO à l'époque, de faites attention, la SERP est en train de changer, les résultats organiques textuels sont en train de dégringoler vers la fin de la page. En fait, c'est très vrai. Et aujourd'hui, ton SXO, c'est ce que je disais, il démarre dès ton expérience sur la SERP. Et même dès ton expérience sur la SERP desktop ou mobile. C'est-à-dire que quand tu regardes, je sais pas, mais j'ai fait une requête là, long train ce matin, c'était chaussures running pour marathon pluvieux. Tu vois vraiment la long tail pure et dure. Enfin, tu regardes sur mobile, mais c'est affolant en fait. Tu te dis, mais où est l'organique quoi? Et où est l'organique même e-commerce? Parce que va venir devant de l'organique plutôt orienté d'abord informationnel, qui va très sûrement être un site d'affilié, etc., un MFA, c'est très bien aussi. Mais en fait, le premier site e-commerce, c'est Adidas, et je crois qu'il est en quatrième position, tu vois. Et c'est vraiment un changement de mindset dans la manière d'aborder ta SERP, en fait, et la manière dont toi, tu vas faire du SEO. Et en fait, je te donne un exemple très concret qui rentre dans cette notion d'SXO pour moi, c'est qu'aujourd'hui, dans mes stratégies SEO, le search classique avec title, betadesk, etc., très bien, hein, mais title, betadesk, un bon texte, de bonnes images, etc., eh ben, c'est 30% de ma strat. Et puis derrière, tu vas avoir beaucoup de YouTube. Tu vas avoir des pans organiques qui étaient inexplorés jusqu'ici, tu vois. Et donc, ça, je pense que ça fait partie aussi du SXO et de l'EAT, du coup. Et, 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 et je pense aussi toute ta vision persona, en fait. Aujourd'hui, il y a pas, on peut plus penser la page qui répond à la bonne question pour tout le monde. En fait, il faut penser, enfin, à mon sens aussi, vraiment, quels sont nos utilisateurs, comment on leur parle, où est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'on les convainc de venir sur notre site. Toutes ces questions-là, on peut plus faire l'impasse dessus, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, les frères POD en parlent très bien dans leur formation, c'est que déjà, il faut bien s'imaginer que quand on parle de SXO, mais quand on parle du X aujourd'hui, on ne peut pas décorréler ça du persona. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans mes présentations, depuis 3 4 ans maintenant, je mets en place un buyer persona, c'est-à-dire vraiment la personne qui semble la plus adaptée à acheter sur ton site. Mais en amont de ça, je mets en place un search persona, c'est-à-dire quelle est la personne qui va déclencher. Alors, c'est pareil, on en parle beaucoup. Est-ce que on doit on doit lui donner autant d'importance qu'on en donne aujourd'hui, par exemple, sur l'intention? Mais j'essaie de travailler un search persona en amont, c'est-à-dire quelqu'un qui va taper quel type de requête pour arriver sur quel type de page, qui va s'adresser finalement à quel niveau de réflexion on est. Est-ce qu'on est au niveau de la réflexion, juste prendre l'information, se barrer sur un autre site et acheter sur un autre site ou acheter même dans un magasin physique? Ça m'arrive beaucoup sur certains petits e-commerçants aujourd'hui. Ça, c'est un truc un peu dur à assimiler, mais il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui qui vont prendre de l'information sur des petits e-commerce et qui vont se barrer en physique chez Leroy Merlin pour acheter moins cher. Tu vois, par exemple, ça, c'est un truc qui est malheureusement très prégnant aujourd'hui. Et est-ce qu'il est à un niveau carrément transactionnel où il a très envie de taper une requête pour acheter quelque chose très rapidement sur un site? Mais en tout cas, tu ne peux plus décorréler tes stratégies SEO et aller un peu plus loin à SXO sans parler du persona et sans parler du search persona et sans parler du buyer persona, parce que parfois le search persona est différent du buyer persona. Peut-être que le search persona, par exemple, c'est un prescripteur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va rechercher l'information et qui va donner l'information à la personne qui va acheter.
Je prends un exemple très concret. Je ne vais pas dire le nom du client, mais je travaille avec un client qui installe des douches pour les personnes à mobilité réduite. Ben, en fait, on va avoir des aidants qui vont prendre l'information. Les aidants vont récupérer cette info, vont le donner à la personne qui a mobilité réduite. Et c'est la personne à mobilité réduite qui va dire tiens, j'achète ou j'achète pas en fonction du prix, du temps d'installation, de l'ergonomie de la douche, etc., etc. Tu vois le truc? Donc, parfois, les personas divergent et je pense que tu ne peux plus faire de stratégie sémantique sans penser à ton persona ou sans penser à une catégorie de population que tu délimites par sociodémographie, par centre d'intérêt, etc., avec tous les outils qui existent maintenant et qui vont potentiellement convertir sur ton site ou à minima prendre de l'information. Tu parlais EEAT là tout à l'heure. Ouais. Effectivement, au cœur des préoccupations SXO et SEO, est-ce que tu as comme ça une liste d'outils, de leviers qu'on a à notre disposition pour faire les choses bien? Parce qu'effectivement, c'est très tarte à la crème. Tout le monde veut faire ça. Ouais. Tout le monde veut faire ça au mieux. Tout le monde veut faire ça. Mais est-ce qu'il y aurait voilà, des conseils, des recos que tu aurais comme ça en tête, sans pour autant forcément dévoiler tout ce qui fonctionne bien chez toi si tu ne tiens pas, mais Oui, c'est ce fameux mindset de partage qu'on avait dans le SEO il y a quelques années. ouais. Non, non, mais je peux en parler. Je peux en parler, en fait, si tu veux. Je pense qu'il y a trois piliers fondamentaux sur le AT. Je pense qu'il y a d'abord ce dont on parle peu, mais ce qui, je trouve, marche très bien, même si ça vient souvent dans les discussions, mais peut-être dans une priorité moindre. Moi, je trouve que les éléments de rassurance sur un site sont hyper importants. Et je parle beaucoup des sites e-commerce là-dessus, livraison gratuite à partir d'un certain montant, etc. Mais les sites de lead gen pur et dur, c'est très important aussi d'avoir de la rassurance, notamment la note, enfin les avis pardon, utilisateurs, les reviews, etc. Je pense notamment aux témoignages, aux avis clients qui sont hyper importants. Je vais donner un exemple tout bête. Je travaille sur un site e-commerce en ce moment d'un petit artisan qui vend du mobilier de jardin un peu spécifique, enfin des voiles pour protéger tes cultures, etc. Euh, le problème, c'est que c'est un petit artisan et donc il est situé en Alsace et il a des frais de port très importants. Bien qu'on ait tous les éléments de rassurance sur le site avec le produit est made in France, etc., quand tu arrives sur les frais de port, où les frais de port sont exorbitants, mais il ne peut pas faire autrement, ben en fait, le taux d'abandon, il est énorme. Donc, si tu veux des éléments de rassurance, moi, je trouve que c'est très important dans l'EEAT, dans cette expérience-là du funnel, finalement, de e-commerce. Après, tu vas avoir moi, je trouve que l'architecture de ton site, l'arborescence, l'architecture sémantique, le maillage interne et la manière dont tu navigues de manière intuitive, j'allais dire, sur le site, ça, je trouve que ça joue aussi dans ton expérience. Je suis assez, j'allais dire, dubitatif sur les très grands méga menus. Pas que pour une question d'obfuscation, d'architecture, de maillage interne, de cocon sémantique, etc. Parce que on sait que sur des méga menus, on peut les travailler en obfuscation pour rendre l'architecture beaucoup plus hiérarchisée. Mais je trouve quand même que le méga menu, je ne suis pas très fan sur un site e-commerce. Je trouve qu'en fait, ça bordélise un peu ta pensée. Et la plupart des sites e-commerce sur lesquels j'ai travaillé en termes de UX, j'ai toujours considéré qu'il fallait travailler le méga menu. Je crois que Fred Bobet est assez d'accord avec moi. Le menu, pardon, avec des verbes d'action. Il y a quelques années, je travaillais sur un site de matériaux d'isolation écologique et j'avais un menu où il y avait écrit construire, peindre, décorer, etc., etc., plutôt qu'avoir un énorme méga menu avec le produit tout au bout du menu que tu allais chercher. Je trouve qu'en termes de X, ça marchait plutôt bien. Et après, ce que j'aime bien aussi en expérience utilisateur, c'est toute la partie rich media. Je trouve que les articles longs, les guides, les belles FAQ, les FAQ même en vidéo, les infographies, et même aller chercher l'utilisateur maintenant, puisque les signaux réseaux sociaux, les signaux sociaux, pardon, fonctionnent bien, d'aller les chercher sur des TikTok, sur des shorts YouTube et tout. Je trouve que tout cet écosystème-là, sans se limiter à juste des grands articles pour se positionner, je trouve quand même que ces trois piliers marchent plutôt bien en termes d'expérience utilisateur.
Tu l'as évoqué là, mais enfin, tu l'as évoqué brièvement, les expressions longues, tout ce qui est comment Longue traîne. longue traîne, Mm. et pour le coup, qui pouvait à la fois faire le lien avec le persona et faire le lien avec le AT, puisque elle pouvait, enfin voilà, en quoi est-ce que ça peut transmettre une expérience perceptible par l'utilisateur que la longue traîne. Ben, en fait, ce qui est perceptible sur la longue traîne, c'est que je crois que je l'ai vu passer, hein, j'ai vu un tweet passer il n'y a pas longtemps là-dessus, c'est que même si ton mot-clé a zéro de volumétrie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu travailles. Grosso modo, pour moi, la longue traîne, quand je te parle de, bah, par exemple, la requête que j'ai faite ce matin sur les chaussures running pour marathon sous la pluie ou marathon pluvieux, c'est-à-dire que je ne te parle pas juste de chaussures, je te donne la solution pour ton marathon sous la pluie avec les meilleures chaussures qui soient. Et en vrai, je n'ai jamais cru, et je vais peut-être, j'allais dire, jeter un pavé dans la mare, mais encore, on n'est pas non plus des lanceurs d'alerte sur de la sémantique, mais je n'ai jamais cru au travail des mots-clés ultra génériques. Je me souviendrai toute ma vie, et c'est l'un de mes mentors, Frédéric Bobet, alias Durf, je me souviendrai toute ma vie d'un des premiers échanges que j'ai eu avec lui quand je travaillais dans la même agence que lui. Et il me disait, est-ce que tu penses vraiment que tu vas arriver à te positionner un jour sur Hôtel Paris? Il y a un booking devant, il y a hôtel.com, etc. Je te dis ça, c'était il y a 12-13 ans. Hein. Ouais. Mais par contre, Hôtel Paris avec un spa dans le 8e arrondissement, Hôtel Paris Spa 8e arrondissement, ça, tu vas pouvoir te positionner dessus parce que tu vas travailler ta landing page pour ça et surtout, tu vas apporter de la solution à ton utilisateur. Et je te parle de ça, c'était il y a 12 ans. Là, quand je parle de ces fameuses chaussures running marathon pluvieux, je ne te parle pas de chaussures au générique. Je te parle de la solution que ça va t'apporter de pouvoir trouver la meilleure chaussure pour runner sous la pluie. Et donc, si tu veux, vraiment, j'ai très peu cru et je crois encore très peu au générique, je vais positionner sur chaussures. Enfin, souvent, hein, les clients, d'ailleurs, même encore en 2025, les clients sont encore persuadés qu'ils vont se positionner sur chaussures pour femmes, tu vois, ou sur jupe, ou sur pantalon. Et en fait, Oui. il faut bien leur faire comprendre, notamment sur les sites e-commerce, mais ça marche aussi sur la lead gen de service, par exemple, que ce que tu attends en termes d'utilisateur et d'utilisabilité de ton site, c'est-à-dire comment tu vas faire pour apporter une solution à l'utilisateur, c'est qu'en fait, moi, je veux que tu me donnes la solution. Je ne veux pas que tu me parles d'un truc très wikipédien de c'est quoi la chaussure. Tu vois, donc, je crois viscéralement à l'importance de la longue traîne et sur une arborescence extrêmement bien construite. Tu vois. Ouais, ouais. D'autant plus que, alors, chaussures déjà, mais je vais pousser le bouchon encore un peu plus loin. Outils de jardin. Tu te positionnes sur outils de jardin. C'est quoi un outil de jardin? Enfin, l'internaute qui arrive sur une page outils de jardin, si tu lui proposes pêle-mêle des râteaux, des sécateurs, des pelles, en fait, on sait rien de ce qu'il veut. Et pour le coup, Exactement. ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure sur les verbes d'action, c'est-à-dire est-ce que la bonne solution, et d'ailleurs c'est ce qui est pratiqué par enfin, par le top 5, hein, je crois, hein, il y en a Oui, bien sûr. qui ont fait ça, quoi, une page hub. Vas-y, je te guide, quoi, mec. Tu arrives sur ma page, mais en fait, quel est ton besoin? Alors, est-ce que tu cherches plutôt des outils comme ça ou plutôt comme ci? Ou alors, euh, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux tailler? C'est Est-ce que clair. tu veux… Tu veux biner? Est-ce que Voilà. tu veux. Ouais, c'est exactement ça. Je crois de toute façon qu'on ne pourra plus passer à côté parce que si tu veux, si on commence à croiser ce que nous dit les Google X de il vous faut un CTR très élevé et faire de la rétention d'utilisateurs et que en fait tu vas proposer une landing page qui parle de outils de jardin et qu'en fait le mec va arriver, il va avoir le chapeau et il va avoir une espèce de landing page de catégorie où il ne va pas arriver à se repérer, ben, en vrai il va partir et ton CTR il va être merdique et puis ton taux de rétention il va être merdique. Donc au final, je pense que plus on va se diriger vers des pages en quasi one-to-one de la requête qui est tapée,
plus en fait on va correspondre à ce qu'attend Google, notamment les données de rétention et de clics qu'il a de Chrome, plus on va correspondre et plus on va retenir l'utilisateur, voire même plus on va le fidéliser. Et c'est exactement ce qu'attend Google. Voilà, on a parlé de pas mal de choses, notamment de maillage, Mmh, architecture de l'information, comme on le dit plutôt côté UX. Euh, Est-ce que, moi par exemple, pour le coup, ça mmh, va même pas être une question, ça va être un procédé. Moi, ce que ok, j'aime bien quand je fais des maillages, c'est bien sûr, je vais penser sémantique, bien mmh, sûr, je vais penser sémantique, mais je vais penser aussi et peut-être avant tout parcours. Les gens, ouais, ils vont arriver sur une page. Qu'est-ce que je leur propose après? Qu'est-ce qui va les intéresser pour poursuivre la navigation? Et puis je vais penser aussi comment où est-ce qu'ils en sont dans l'acte d'achat? Est-ce qu'ils sont là juste pour se ouais, renseigner? Est-ce qu'ils sont proches de l'achat? Est-ce que pour savoir quel type aussi de call to action je peux leur coller? Euh, Est-ce que, enfin, je sais pas, voilà comment moi je mmh. procède. Est-ce que, comment toi tu procèdes? Comment tu vois les choses toi aujourd'hui? Est-ce que, voilà, l'UX peut nourrir clairement nos maillages, nos méthodes de maillage interne et comment toi tu procèdes? Bah, bon, je trouve que c'est une bonne méthode. Le process est quand même assez optimisé. Ton process est quand même assez optimisé. Ce que j'essaye de faire, et ça, c'est vraiment Chloé Temeshbari qui me l'a appris, c'est que j'essaye d'anticiper les questions qui se posent à chaque étape. Quelle question il va se poser en arrivant sur la homepage, quelle question il va se poser quand il va arriver sur la catégorie, et quelle question il va se poser, je caricature, hein, mais il va se poser quand il va arriver sur une fiche d'information ou sur une fiche produit. En fait, si tu veux, je, quand on part d'un thème central, d'un pilier central, j'essaie de me dire, tiens, il va se poser quelle question quand il va arriver sur le sous-thème, quand il va arriver sur une catégorie de produit ou sur une sous-catégorie de produit. Et si tu veux, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de combiner des outils qu'on a à notre portée. Je pense notamment à Hotjar, je pense à tous ces outils de heatmap qui marchent très bien. Je pense aussi beaucoup à travailler avec des outils d'analyse de perf des ads, notamment xpln.ai pour ceux qui connaissent, qui est un énorme outil d'analyse de perf des ads et qui te montre comment, à partir des ads que tu as créés, quel va être le comportement de l'utilisateur sur les landing pages, puis sur la circulation de cet utilisateur à partir de cette landing page sur tout le site jusqu'à la conversion. Et si tu veux, je pense qu'on peut plus aujourd'hui ne pas travailler avec ces outils-là, que ce sont des outils donc, de carte de chaleur ou des outils de data perf, si tu veux. Mais d'un point de vue très arborescence, parcours utilisateur et finalement UX, alors pour le coup UX pur, j'essaie de me dire, OK, là, il est arrivé sur la landing page, sur la home page, pardon. C'est quoi la question qui va se poser pour aller sur la page suivante? Ça va être potentiellement d'aller sur le menu et d'aller directement sur une page très profonde. Ou alors, s'il est, comme tu le disais très bien, s'il est dans une étape beaucoup plus en amont où il est juste en train de prendre de l'info de manière très générique, ben, sur quelle page il va se rendre après? En fait, et je rends hommage aujourd'hui à Christian Méline et paix à son âme, Hmm. je crois qu'il faudra toujours penser ce qu'il nous avait apporté il y a une dizaine d'années. Et il avait donné une conférence à Strasbourg en 2015, en septembre 2015. Christian parlait du continuum. Et je me souviendrai toute ma vie de cet exemple qu'il donnait d'un site pour les animaux. Et il disait, les animaux, ben, en fait, il y a le chien, et le chien, il y a les croquettes, et les croquettes, il y a la gamelle, et la gamelle, il y a encore un truc après. Et en fait, je veux que les gens retiennent de ce podcast en termes de SXO, et c'est vraiment pour lui rendre un hommage, mais pour dire à quel point il a compté dans les concepts SEO, et que certains d'entre vous, mais de manière, j'allais dire amicale et bon enfant, le pensaient un peu comme un génie fou ou parfois un truc fumeux, c'était pas fumeux. Le continuum sémantique, c'est le parcours utilisateur entre un point générique et un point précis. Et entre ces points, il y a des ponts. Et les ponts, c'est ce continuum qu'il y avait entre, par exemple, le running
l'équipement, l'entraînement, la nutrition, la météo, etc., etc. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ton process et j'y ajouterai ce que disait Christian sur le continuum sémantique, qui finalement, il avait déjà tout compris au SXO, c'est-à-dire vraiment ce truc entre le très générique, le très précis, et comment on fait à l'utilisateur pour passer de step en step de la manière la plus fluide et la plus cohérente possible, sémantiquement parlant. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'utilise encore aujourd'hui, le continuum sémantique dans la construction de mes sites, que ce soit mes sites à moi ou que ce soit les sites des clients, notamment les sites e-commerce, mais aussi le serviciel lead gen. Je ne peux pas passer à côté. C'est-à-dire que je ne peux pas passer d'un animal à la gamelle sans passer par des étapes cohérentes qui vont m'amener de l'animal jusqu'à la gamelle, mais parce qu'on parle du chien, parce qu'on parle des croquettes, parce qu'on parle des différents âges avec les différents types de croquettes, etc., jusqu'à arriver au type de gamelle adapté à la morphologie du chien, tu vois. Et ce continuum-là, il faut vraiment toujours le garder en tête. Et je pense que c'est un des piliers du SXO et que Christian avait particulièrement raison là-dessus. Déjà, il y a une dizaine d'années. Et pour le coup, ça fait un bel hommage et on pense évidemment tous à lui et à ses proches. Tout à fait. J'avais encore deux questions, alors c'est pas simple. J'aurais bien aimé qu'on parle à la fois de l'impact des nouvelles technos comme l'IA ou les chatbots et leur intersection sur UX SEO d'un côté, et puis, et alors pour le coup ça n'a rien à voir, mais les méthodes pour mesurer le succès aussi d'une stratégie qui soit SEO orientée utilisateur, donc une stratégie SXO. Ben, si, ouais, je vais d'abord répondre à ça parce qu'en fait, si tu veux, alors je ne vais pas refaire de l'auto-promo, mais c'est vrai que sur Hack Street Boys, on va essayer, on a créé un blog et on a créé une partie Discord. Et en fait, on va essayer de vous donner en fait des playbooks pour intégrer l'IA à vos stratégies SXO, voire même à vos stratégies de growth hacking, vraiment un peu dark pattern. Et ça, pour le coup, je pense qu'aujourd'hui, l'apport de l'IA, mais que ce soit ChatGPT, Claude 3.7 du coup maintenant, ou Grok ou d'autres, vont vraiment permettre de démultiplier ce qu'on va pouvoir faire sur les SXO et surtout probablement de l'automatiser. Je pense notamment plutôt à des notions de l'innertering, etc., qui, IA couplé à votre CRM, je pense notamment à HubSpot, Zapier, Zoho, etc., vont permettre de démultiplier finalement ce qu'on va pouvoir faire en SXO. Moi, j'y crois vraiment fort à cette fusion IA, automation, CRM, SXO. Vraiment, beaucoup. Plutôt en fin de funnel. Plutôt le côté lead nurturing feed. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et puis, pour le coup, comment tu mesures les succès d'une stratégie SXO? Est-ce que tu as, je sais pas, des KPI qui vont être différents que ceux du SEO? Ou finalement, Ben, non. Non, pas forcément, mais par contre, je le dis droit dans les yeux. Maintenant, vous arrêtez tous Google Analytics, vous basculez sur Matomo. Merci beaucoup. Et au-delà de ça, plus sérieusement, si quand même j'ai des taux de rétention ou tu vois quand même sur des outils type Hotjar, Hitmap, etc. Ben, je suis plutôt assez fan de travailler de coupler pardon des KPI très orientés SEO et des KPI finalement très orientés utilisateurs. Le taux de scroll, le scroll def, le taux de conversion, combien de gens ont rempli le formulaire, le taux d'abandonnistes, le taux de récupération d'abandonnistes après une stratégie de lead nurturing, etc. Tous ces données de comportement que je couple finalement avec mes données de ranking, mon trafic SEO, etc. Donc voilà un petit peu mon écosystème de KPI aujourd'hui. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour toutes tes réponses et ta vision pour le coup sur le SXO. On a bien entendu aussi le prochain blog que tu vas lancer, Hackstreet Boys, dont j'aime bien le nom et qui nous fait un petit écho aux années 80-90 qui me fait bien rire. Un petit mot dessus pour terminer? Ouais, ouais, carrément. Bah, écoute, donc ce sera Hack Street Boys, hack-street-boys, boyz.com, avec un blog où il y a déjà une dizaine d'articles avec des patterns d'IA, des playbooks pour le growth hacking, etc. Enfin, plein d'articles finalement sur l'IA, le growth hacking, sur le no-code aussi
Webflow, hein, ceux qui travaillent sur Webflow, je vous fais un petit coucou. Et avec ça, un Discord, on va pouvoir discuter, faire des études de cas, probablement aussi peut-être faire des podcasts en direct, voilà, tout ça, quoi. J'ai essayé vraiment de proposer des articles un peu poussés en mode hacking, voilà, pour vous donner des clés pour essayer de booster vos campagnes et générer un max de leads ou un max de conversion. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Quand je me souviens de Paperblog que je trouvais vraiment Ouais, sympa et bien rédigé en plus. Donc, je vais mettre le lien en commentaire que les gens, enfin, je recommande en tout cas à tout le monde d'aller suivre ce projet naissant. Et moi, je vais de ce pas m'y joindre. Merci pour tout, Thomas. Et puis à la merci prochaine. beaucoup. À J'espère la prochaine, IRL sur un event ou ailleurs en tout cas. mais avec grand plaisir. Merci beaucoup, Benjamin. Je t'en prie, plaisir partagé. Salut! Eh bien, nous voici arrivés au bout de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser votre question en commentaire. Le prochain sujet, ce sera les PBN et le netlinking de façon plus large avec Paul Sanchez. Merci et à bientôt.